Depuis quelque temps, la question liée à l'albinisme fait l'objet d'une profonde réflexion. Pour ça, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour la protection de ces derniers? Sur ce, j'ai en face de moi une experte des Nations Unies qui va se présenter. Bonjour madame. Bonjour Lucille. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis madame Corinne André Guéganké-Mabia, officier des droits de l'homme au sein du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci madame. Et pourquoi l'utilisation du terme personne atteinte d'albinisme par les Nations Unies au lieu de juste simplement albinisme? Oui, les Nations Unies ont estimé que le vocable albinos, qui est communément répandu dans nos sociétés, avait une connotation péjorative et que le vocable personne atteinte d'albinisme donnait une approche beaucoup plus positive de l'albinisme quand on sait que l'albinisme est une maladie héréditaire, héritée des deux parents et qui survient, si on peut dire ça comme ça, quel que soit le continent, quel que soit le sexe. Et vous devez savoir que depuis plusieurs années, depuis 2018, il y a plusieurs associations internationales au niveau africain ou en Amérique du Nord qui militent plutôt pour qu'on puisse utiliser le vocable amélanisme, fait référence à l'absence de mélanine, pour toujours donner cette connotation beaucoup plus positive de l'albinisme. Et quels sont les instruments spécifiques que vous avez mis en place pour la protection de personnes atteintes d'albinisme? Les Nations Unies ont un système normatif international qui est large. À côté des instruments spécifiques, nous avons des instruments que je peux appeler des instruments généraux. Nous avons déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui va être célébrée dans quelques jours, le 75e anniversaire, qui est vraiment un instrument qui est très important, qui a forgé l'architecture du système international de protection des droits de l'homme. Nous avons la Convention internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur la race ou sur la couleur de la peau. Nous avons également les deux pactes, à savoir les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, qui énoncent de manière prononcée le principe de non-discrimination et énoncent également une série de droits, notamment le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique. Quand on sait que les personnes atteintes d'albinisme sont souvent victimes d'atteinte à leur intégrité physique ou encore du droit à la vie. Nous avons le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui énonce un éventail de droits, notamment le droit à l'éducation, le droit à l'emploi, le droit au logement. Donc, quand on sait que les personnes atteintes d'albinisme souvent ont des difficultés de jouissance à ces différents droits, nous avons la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme, qui interdit toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Et lorsqu'on sait que les personnes atteintes d'albinisme, surtout les femmes, sont souvent victimes de discrimination et de pratiques néfastes. Et enfin, nous avons au niveau international cet instrument juridique spécifique qui est la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et qui, dans son article 1er, donne une approche ou une définition vraiment, je vais appeler ça révolutionnaire du handicap, et considère donc que le handicap, c'est l'interaction entre une personne qui présente des incapacités temporaires ou durables avec les barrières environnementales ou comportementales qui donc empêchent sa pleine participation à la vie sociale sur la base de l'égalité avec les autres. Et dans ce contexte, les personnes atteintes d'albinisme étant confrontées à
des problèmes de déficience, de malvoyance, de déficience visuelle, et également cette sensibilité à raison de l'absence de mélanine et cette exposition au cancer de la peau. Ces deux caractéristiques constituent un handicap et de ce fait, donc, les personnes atteintes d'albinisme sont également protégées par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Ça, c'est au niveau international. Au niveau régional, nous avons deux protocoles, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, encore appelé le protocole de Maputo, qui interdit toute forme de discrimination, à l'instar de la Convention internationale pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qu'on appelle CEDEF, toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Et lorsqu'on sait que dans le contexte africain, les femmes atteintes d'albinisme sont souvent très exposées et subissent plusieurs pratiques néfastes, préjudiciables à leur intégrité physique et mentale. Et nous avons également le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique et qui, dans son préambule, déjà fait référence à l'albinisme en mettant en exergue toutes les formes de violence et de stigmatisation dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme. Voilà de manière non exhaustive quelques instruments juridiques dans le système normatif international qui protègent les personnes atteintes d'albinisme. Et quels sont les mécanismes internationaux, régionaux ainsi que nationaux qui protègent les droits des personnes atteintes d'albinisme? Oui, au nombre des mécanismes internationaux, nous avons ce que nous appelons les organes des traités et les organes de la charte. Et lorsque je fais référence aux organes de traité, je fais référence aux différents comités qui surveillent l'application ou la mise en œuvre d'instruments internationaux qui ont été signés et ratifiés par les États parties. Et ici, je fais référence au comité sur les droits des personnes handicapées, donc qui surveille la mise en œuvre de l'application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, sachant que cette convention, comme j'ai fait mention tout à l'heure, énonce une série d'obligations pour les États, notamment en matière de sensibilisation, d'accessibilité, de travail, d'emploi, de récolte des données, d'adaptation et de réadaptation, de l'aide à la mobilité. Nous avions également ce qu'on appelle les organes de la charte et nous faisons référence ici aux procédures spéciales, au Conseil des droits de l'homme, les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Nous ferons également référence à l'examen périodique universel. Et au nombre de procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, nous pouvons citer tout ce qui concerne les rapporteurs thématiques pour les rapporteurs par pays. Et dans le cas d'espèces des personnes atteintes d'albinisme, nous ferons référence ici à deux mécanismes importants qui sont donc l'expert indépendante sur l'exercice des droits de l'homme par les personnes atteintes d'albinisme, qui est un mécanisme important dont le mandat est vraiment de pouvoir engager des dialogues avec les États et toutes les parties prenantes, promouvoir une image positive des personnes atteintes d'albinisme en partageant donc leurs talents, leurs réussites, sensibiliser également sur les droits des personnes atteintes d'albinisme, recueillir tout ce qui concerne les violations des droits des personnes atteintes d'albinisme, partager les bonnes pratiques, ça a été dit, et c'est l'expert indépendante qui est depuis 2022, Madame Moluka Al-Michin-Drimond, donc a remplacé Madame Hérault, qui avait été désignée par le Conseil des droits de l'homme en 2014. Nous avons également le rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées. En l'occurrence, c'est une femme, la rapporteuse spéciale des droits des personnes handicapées, qui est de nationalité égyptienne et qui est une sociologue de grande renommée et qui a vraiment
beaucoup œuvré à la rédaction de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et également qui est un mécanisme important au niveau international parce que voilà, elle promeut également les bonnes pratiques, mais surtout elle essaie donc de recenser tous les cas, des sujets préoccupants d'atteinte aux droits des personnes atteintes d'albinisme, engage des dialogues avec les États, peut recevoir comment on dirait, des communications individuelles. Donc ça, ce sont vraiment les deux mécanismes très importants. Et nous avons également au sein de l'examen périodique universel, hein, qui est un mécanisme important au niveau international de protection des droits de l'homme, qui surveille donc le respect des obligations par les 193 États, de leurs obligations en matière des droits de l'homme. Et pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, lors de son dernier passage à l'examen périodique universel, il y a une recommandation spécifique qui avait été formulée en faveur des personnes atteintes d'albinisme pour une meilleure protection de leurs droits. Donc ça, c'est au niveau international comme mécanisme. Au niveau régional, nous avons des directives du Parlement africain sur les pratiques, l'élimination des pratiques néfastes liées aux accusations de sorcellerie et aux agressions rituelles, enfin qui sont des directives qui sont destinées à l'attention des parlements, puissent mieux légiférer pour tout ce qui concerne une meilleure protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. Et nous avions également au niveau national, parce qu'il faudrait le citer également, nous avons au niveau national, on a par exemple la Commission nationale des droits de l'homme, hein, qui est une institution d'appui à la démocratie, très important, mécanisme au niveau national, qui au nombre de ses prérogatives et de son mandat, veille à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées. Donc c'est plusieurs mécanismes parmi tant d'autres, sachant que la liste n'est pas exhaustive. Et puis, ça c'est important de souligner que nous avions également la loi portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec un handicap, la loi numéro 22/003 du 3 mai 2022, qui, en son titre 5, a des dispositions, énonce des dispositions pénales, notamment, voilà, pour une meilleure protection des droits des personnes atteintes d'albinisme, pour ce qui concerne l'accès à l'embauche, les actes de torture, le stélionat. Donc, il y a tout un arsenal répressif qui est prévu dans la loi organique de 2022 à partir de ces articles 47 à 51. Donc, c'est dire que vraiment, l'arsenal normatif est assez large. Et pourquoi l'institution d'une journée internationale à l'albinisme par les Nations Unies? La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été décrétée par les Nations Unies par une résolution de l'Assemblée générale, la résolution 69/170, et est donc est fêtée depuis 2015. Le 13 juin a été la date qui a été fixée par les Nations Unies. Donc, c'est une journée de sensibilisation sur les droits des personnes atteintes d'albinisme. Et c'est également une journée pour faire de promotion, de réalisation, des succès, des talents des personnes atteintes d'albinisme, mais également une journée au cours de laquelle on relève des défis auxquels sont confrontés les États, et une journée de plaidoyer, de mobilisation des ressources pour faire avancer les droits des personnes atteintes d'albinisme. Okay. Et comme nous le connaissons tous, le 10 décembre, le monde entier célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et qu'est-ce qui cette célébration rêve pour les personnes atteintes d'albinisme? Oui, cette célébration, voilà, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous allons fêter le 75e anniversaire le 10 décembre prochain, dans quelques jours,
C'est un texte important, fondateur, qui a inspiré tous les instruments juridiques internationaux et qui proclame la valeur identique de la famille humaine en dignité et en droit, dans son article 1er. Et l'article 2 stipule que toutes les personnes peuvent se prévaloir des droits et des libertés fondamentales énoncés dans la déclaration. Donc, c'est dire que les personnes atteintes d'albinisme sont inclus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui interdit spécifiquement la non-discrimination, de laisser personne de côté. Et voilà pourquoi cette célébration du 75e anniversaire a une importance toute particulière pour toute la famille humaine dont fait partie les personnes atteintes d'albinisme. Merci beaucoup, Madame, de nous avoir reçus. Merci, Lucine. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Malgré tous les mécanismes à tous les niveaux constatés, l'implication de personnes atteintes d'albinisme elle-même est la première et la meilleure solution pour sa propre protection. Encore une fois, merci.